Merci à l'UFCM d'organiser cette journée et de nous donner cette opportunité d'aborder un sujet très particulier qui est le trouble stress post-traumatique en lien avec le THC. Je vais essayer de ne pas lire parce que je sais que c'est un peu ennuyeux d'avoir un conférencier qui lit. Donc je voudrais simplement rappeler en avant-propos que la grande découverte de ces dernières années, c'est bien sûr la découverte, l'identification des différents cannabinoïdes, le travail en cours sur les terpènes et ainsi de suite, mais c'est surtout la découverte d'un système qu'on appelle les systèmes endocannabinoïdes qui régule le fonctionnement du cerveau et qui, par conséquent, régule la totalité du fonctionnement du corps. Ça, c'est très important d'avoir ça en mémoire parce que quand les chercheurs fondamentaux travaillent sur une question de stratégie thérapeutique, il se pose la question de comment est-ce qu'on va intervenir sur le système endocannabinoïde. Et de ce point de vue-là, bien sûr qu'ils peuvent penser à utiliser tel ou tel cannabinoïde, le cannabidiol, le THC, mais qu'ils peuvent aussi penser utiliser d'autres molécules qui ne sont pas nécessairement des cannabinoïdes ou apparentés aux cannabinoïdes. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la découverte des endorphines, qui a donné lieu en définitive à la découverte de nouvelles molécules qui avaient des propriétés d'opiacés, mais qui n'étaient pas des opiacés, au sens chimique du terme. Alors, la névrose traumatique. La névrose traumatique ou PTSD, et nous préférons avec Christian Sueur et Charlie Kaplan qui ont participé à cette étude, nous préférons le terme de névrose traumatique qui a... Bon, je vais revenir là-dessus. La névrose traumatique, elle fait suite à un événement qui confronte brutalement le sujet à une menace d'anéantissement. C'est une rencontre avec le réel de la mort, selon la belle expression de Le Bigot, c'est-à-dire une rencontre avec ce qui ne peut être représenté et verbalisé. Cette rencontre pose le sujet dans une situation de suspension de l'activité psychique, de sidération, dominé par la frayeur et le sentiment d'impuissance. À cet état aigu et parfois transitoire peut succéder, dans les semaines ou mois qui suivent, un état qui s'installe dans la durée. Il est constitué d'un ensemble de symptômes que nous connaissons bien, qui peuvent passer par des épisodes de déréalisation, dépersonnalisation, dissociation, et qui toujours sont dominés par les reviviscences diurnes et nocturnes. Diurne, c'est le rappel brutal par une sorte de défraction dans la conscience du moment passé, qui est vécu comme s'il était présent, et les reviviscences nocturnes, eh bien, ce sont les cauchemars. Ces conditions sont connues depuis une éternité, elles ont été décrites par les anciens, qu'il s'agisse d'Hippocrate ou d'Hérodote, et elles ont été travaillées plus récemment par Oppenheim, Charcot, Janet, Freud et surtout les médecins militaires. La Première Guerre mondiale a fourni son lot avec l'hypnose de bataille et l'hystérie de guerre. La Seconde Guerre mondiale a donné le syndrome, de ce qu'on appelait le syndrome des déportés et de sa transmission aux enfants des survivants et des morts. Et d'autres guerres, enfin,
ont également fourni leur lot de troubles post-traumatiques avec le Vietnam, les massacres du Biafra, du Rwanda, d'autres situations, les catastrophes nucléaires et industrielles, les accidents de la route et les agressions sexuelles. Et sur un plan thérapeutique, il faut bien reconnaître que c'est une situation qui pose de grosses difficultés, puisque les médications conventionnelles telles que les tranquillisants ou les antidépresseurs sont efficaces sur certains symptômes, tels que l'angoisse, la dépression, voire l'insomnie, et inefficaces sur d'autres, le plus souvent, et en particulier tout ce qui touche aux reviviscences. Pour faire un rapide état des lieux sur les connaissances actuelles, le lien entre cannabis et troubles post-traumatiques est connu depuis assez longtemps, mais initialement, dans les années 80 et avant, il était vu comme une comorbidité. Puisque chacun savait que chez ceux qui souffraient de troubles post-traumatiques, on trouvait de fortes consommations, de fortes prévalences de consommation d'alcool, d'héroïne, de cannabis, et inversement. C'est à partir des données des années 2000 que la situation a évolué sur le plan des connaissances, dans le contexte des recherches sur les effets anxiolytiques, voire antidépresseurs des cannabinoïdes. De sorte que dès les années 2009, commence à être explorée aux États-Unis, puis en Israël, la possibilité d'utiliser la marijuana et le THC pour le traitement des PTSD chroniques, résistants au traitement conventionnel. En 2014, l'équipe de Raphaël Mechoulam mène une étude pilote sur le traitement par le THC des troubles PTSD, après avoir mis en évidence sur la souris l'impact du THC sur la mémoire à court terme. Ça, c'est un point très important. En 2016, aux États-Unis, le NIDA finance un premier programme de traitement par la marijuana du PTSD, tandis que les associations de vétérans soutiennent de telles entreprises, qui se sont ensuite prolongées au Canada. Ce n'est pas un hasard si une neurohormone découverte par l'équipe de Raphaël Mechoulam, produite par le cerveau et identique au THC sur le plan de ses fonctions, a été dénommée anandamide. Le nom choisi à partir d'Ananda, le plus proche compagnon du Bouddha, est celui qui désigne en sanskrit, dans l'enseignement bouddhique, un état de félicité. Avec le suffixe amide, il désigne une entité chimique biologiquement connaissable. Mais il laisse entendre aussi que devrait exister une voie nouvelle de la recherche prenant en compte les états modifiés de la conscience. Il s'agirait de faire lien entre les sciences actuelles en clinique et en biologie et les traditions humanistes telles qu'elles ont été travaillées par des chercheurs comme Gordon Wasson, Roger Haim, Albert Hoffman et Maria Sabina. S'agissant de la névrose traumatique, de quoi s'agit-il? L'hypothèse de Raphaël Mechoulam est claire. Il s'agit d'une faillite de la mémoire. Non pas de la mémoire qui nous permet à chacun de nous souvenir de faits ou de savoirs, mais celle, plus précisément, qui nous permet d'oublier la plupart des informations que nous recevons au jour le jour. C'est-à-dire la mémoire à court terme. Cette mémoire-là, de par la violence du traumatisme, se trouve débordée. Le sujet se trouve alors assiégé par le retour fulgurant et répétitif d'une image qui fonctionne en lui comme si elle était actuelle. Ce sont les reviviscences, symptômes spécifiques de la névrose traumatique.
L'effet du THC sur ce symptôme, dans le sens d'une réduction significative de sa présence, s'expliquerait par l'inhibition de la mémoire à court terme telle qu'elle est induite par le THC. Ainsi, dans ce cas de figure, la dimension thérapeutique du THC serait liée à ce que l'on décrit comme un des effets secondaires et a priori non souhaitables de la molécule sur la mémoire à court terme. Il y a aussi d'autres explications, et non des moindres, notamment celle qui parle de l'effet du THC sur les phases de sommeil, le sommeil paradoxal où on fait des rêves et le sommeil de repos profond. Et donc le THC, comme chacun sait, diminue la durée et la fréquence du sommeil paradoxal. Et c'est ce qui fait que, comme beaucoup de gens le savent, les usagers de cannabis récréatif souvent racontent qu'ils ne font plus de rêves, mais qu'ils en font beaucoup quand ils arrêtent. Observation clinique. Alors, Monsieur X a 40 ans, il travaille de jour comme barman dans un petit bistrot familial du centre-ville de Paris. Il est en bonne santé, d'une humeur normale, il ne souffre d'aucun antécédent médical, il ne consomme pas d'alcool ni de drogue illicite. Il sert un jour deux individus qu'il n'a jamais vus auparavant. L'un des deux se lève brutalement, se dirige vers le bar et le frappe violemment. Monsieur X n'a pas le temps de voir le bras de son agresseur qui s'arme vers lui et ne peut éviter le coup. Il tombe et les deux hommes s'enfuient. Sans avoir perdu connaissance, il comprend qu'il est gravement blessé. À l'hôpital, après bien des péripéties, il est établi qu'il souffre de l'éclatement de la première vertèbre lombaire et d'un traumatisme crânien. Inopérable, il passe 3 semaines au lit en attente d'un corset. Pendant les 4 mois qui suivent, au repos, il s'exerce peu à peu à la marche et à la rééducation. Mais quand les douleurs physiques s'atténuent et qu'il veut sortir de chez lui, il est pris d'une angoisse insurmontable. Il perd ses moyens, il transpire, il revoit la scène de ce bras qui va s'abattre sur lui. La nuit, il fait des cauchemars dans lesquels il est paralysé d'impuissance devant une menace qui pourrait le réduire à néant. Il limite alors au maximum ses sorties et finit par se dire qu'il ne pourra jamais reprendre son travail, ni même s'approcher du bar où il travaillait. Il évite autant qu'il peut les contacts avec les inconnus. L'avenir lui apparaît comme bouché, sans issue et sans espoir. C'est alors que son médecin généraliste l'oriente vers ma consultation. Le diagnostic d'un trouble post-traumatique est établi, une médication classique est mise en place, son état s'améliore peu à peu, il retrouve le sommeil. Mais M. X se trouve aussi confronté à la nécessité d'entreprendre de multiples démarches vis-à-vis desquelles il se trouve démuni. Le suivi de la plainte, la rencontre avec les médecins experts, et ainsi de suite. Monsieur X a bien conscience des progrès qu'il a accomplis, mais ils se sont fragiles, anxieux, mal à l'aise vis-à-vis des démarches qu'il doit mener à bien. Il lui arrive encore, quoique de façon moins lourde, d'être confronté à des reviviscences diurnes et des cauchemars qui troublent son sommeil. C'est dans ce contexte qu'il se renseigne sur les propriétés thérapeutiques des cannabinoïdes et qu'il me demande mon avis. Je lui réponds ce que je sais, que je viens de vous dire tout à l'heure, à savoir que le THC pourrait avoir un effet bénéfique sur cette situation, qu'il existe une documentation à ce sujet. Mais je lui explique aussi qu'un tel traitement est difficilement réalisable en France. Le médicament qui pourrait être essayé, non pas idéal, mais qui pourrait être essayé, serait le Sativex, mais qu'il n'est pas disponible, malgré son AMM de 2014.
Et donc, je lui conseille de se diriger vers une association de malades, Principe Actif, qui accepte de le voir et de l'aider. Quelques semaines après cet entretien, M. X revient me voir. Quelque chose a changé. Je remarque immédiatement qu'il est un peu plus à l'aise et surtout qu'il me sourit quand il me parle. Un large sourire qui se situe à des années-lumière du sourire triste qu'il me proposait auparavant. Il m'en donne la raison sans attendre. Alors, c'est lui qui parle. Alors, moi qui n'aime ni les médicaments ni les drogues, j'ai décidé de fumer un petit joint d'une herbe qu'un ami m'avait conseillée. Je n'ai pas eu besoin de le fumer jusqu'au bout. En un instant, pas même une minute, j'ai senti mon corps s'alléger d'un poids de douleur. D'un seul coup, j'ai senti comme une délivrance. Je me suis retrouvé comme j'étais dans le passé, confiant, insouciant, ne souffrant plus de la vilaine angoisse à laquelle je m'étais tellement habitué. Alors maintenant, c'est très simple. Quand je dois faire mes exercices de rééducation, quand je dois sortir pour une démarche, et aussi le soir, quand je vais m'endormir, je fume un petit quart de joint et ça me facilite beaucoup la vie. Comme nous l'avions souligné dans notre communication de 2015 avec Christian Sueur et Charlie Kaplan, les cannabinoïdes ne sont pas une panacée. Ils sont les éléments capables d'ouvrir des voies insoupçonnées dans le traitement de maladies vis-à-vis desquelles les remèdes conventionnels restent partiellement ou totalement impuissants. Mais la grande faiblesse des cannabinoïdes, c'est leur origine. Ils ont le tort d'être issus d'une plante interdite par des conventions internationales et associée au stigmate des stupéfiants. Il en résulte, alors que se développent les recherches fondamentales, un manque dramatique de recherche clinique dans des domaines aussi variés que l'épilepsie, les syndromes douloureux, inflammatoires et métaboliques, ainsi qu'en psychiatrie. Il en résulte la difficile exploitation et la grande fragilité de l'ensemble des connaissances et des savoir-faire qui se sont accumulés dans la clandestinité sur le potentiel thérapeutique de ces cannabinoïdes. Il en résulte, en raison des inerties administratives et politiques, une interdiction de fait de l'utilisation par les médecins de molécules ou de médicaments comme le THC, la nabilone, le cannabidiol ou le Sativex, qui sont pourtant disponibles dans nombre de pays voisins. Monsieur X en est un exemple qui se trouve, comme bien d'autres malades, obligé de se mettre en marge de la loi pour se soigner. Nous avons devant nous un immense chantier qui doit s'ouvrir, en lien avec nos collègues de nombreux pays, visant à définir les indications et les contre-indications, la liste des hybrides et des principes actifs les plus à même d'être utilisés en médecine, les posologies, les effets adverses et les interactions médicamenteuses.